Vous entendez actuellement Radio Résistance. Chers auditeurs, bonjour, vous écoutez l'émission Voix de l'héritage sur Radio Résistance, Thibaut de Chassé au micro. Alors le thème de cette émission s'intitule « Les ligues et les mouvements patriotiques français de l'entre-deux-guerres ». J'ai le plaisir d'accueillir, pour traiter de ce sujet, Pierre Martin de l'Institut Civitas. Bonjour. Bonjour. Et notre ami Jean Dartois qui m'assistera et que vous commencez déjà à connaître un petit peu sur Radio Résistance. Bonjour. Alors Pierre Martin, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser à cette période et à ce sujet précisément? Est-ce que c'est de la nostalgie ou une envie d'archéologue? Non, alors donc je me suis intéressé à ce sujet grâce à un excellent professeur d'histoire de la faculté de Toulouse, donc j'ai suivi son cours en licence. Et il nous faisait un cours sur la vie politique en France durant l'entre-deux-guerres, donc je l'ai suivi avec une grande attention, un grand intérêt, et donc cette passion est née en partie de ce cours. Par ailleurs, j'ai remarqué que des mouvements qui avaient une ampleur considérable à l'époque, comme la Fédération nationale catholique du général de Castelnau qui comptait 2 millions d'adhérents, ou alors les Croix de Feu du colonel de la Roque, 1 million d'adhérents, étaient aujourd'hui totalement méconnus, oubliés. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser à ce sujet voilà. C'est sûr que ce sont des chiffres colossaux qui rendraient vert de jalousie un certain nombre de mouvements et de grands partis d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc il faut bien voir qu'il y a eu au cours de l'entre-deux-guerres en France un énorme renouveau à la fois du catholicisme et du patriotisme en France. Cette période est malheureusement trop peu connue. Très bien. Bon, et puis je pense qu'aussi, plus concrètement, il y a un certain nombre de leçons que nous pourrons essayer de tirer de ces différentes expériences pour les combats d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait, donc en termes d'organisation, de doctrine et d'action. Bon, très bien, on va essayer de voir tout ça. C'est un sujet quand même assez vaste, donc il ne faudra peut-être pas trop s'attarder dans le détail. Mais pour commencer, je vous propose de faire un petit survol, un panorama succinct des différentes ligues et mouvements qui ont animé la vie politique dans l'entre-deux-guerres. Alors on peut peut-être commencer par la plus connue, en tout cas celle qui a laissé l'empreinte la plus forte, notamment dans la vie intellectuelle. Il s'agit bien sûr de l'Action française. Comment est-ce que vous pourriez nous la présenter brièvement, Pierre Martin ? Voilà, alors avant de parler de l'Action française, je voudrais dire qu'on peut grouper ces mouvements patriotiques en 3 grandes catégories. D'une part, les mouvements patriotiques stricto sensu, c'est-à-dire l'Action française, les Jeunesses patriotes et les Croix de Feu. Ensuite, les mouvements catholiques, à savoir la Fédération nationale catholique et la Ligue franc-catholique de Monseigneur Join. Et puis enfin, n'oublions pas, la Ligue des paysans de France et en général, d'une façon générale, le mouvement paysan, qui comptait beaucoup durant l'entre-deux-guerres, puisque la paysannerie française représentait 40% de la population à l'époque. Voilà. Donc je vais revenir plus particulièrement sur l'Action française maintenant. Alors bon, l'Action française c'est la plus ancienne et la plus structurée des ligues nationalistes de l'entre-deux-guerres. C'est à la fois une revue qui devient un quotidien en 1908, dirigé par Maurras, c'est un mouvement politique, la Ligue d'Action française, dont le président est peu connu, et c'est le colonel de Lassus, parent d'Arnaud de Lassus. Voilà. Alors au sein de la Ligue existe un groupe ayant une organisation quasi militaire, très hiérarchisée et structurée, chargé de mener une agitation permanente contre le régime républicain, les Camelots du Roi, dirigés par Maurice Pugeot. Alors, ces Camelots du Roi jouent un rôle très important, ils s'entraînent régulièrement, il y avait dans les locaux des jeunes d'AF une salle d'escrime et une salle de boxe. Les Camelots du Roi tiennent le quartier latin, aucun militant de gauche ne peut y distribuer des tracts au cours de l'entre-deux-guerres. Les étudiants d'AF tiennent la faculté de droit, celle de médecine et celle de pharmacie. Et cette situation dure tout le long des années 1930. Voilà. Donc l'apogée du mouvement se situe en 1926, juste avant sa condamnation. Le journal à l'époque tire environ 75 000 exemplaires et la Ligue compte autour de 60 000 membres, dont 2000 camelots en région parisienne. Et alors on peut remarquer que malgré la condamnation de Rome en 1926, condamnation, rappelons-le, qui a été levée en 1939 par Pie XII sans qu'aucune rétractation doctrinale n'ait été exigée. Malgré la dissolution de la Ligue d'Action française par le gouvernement du Front populaire en 1936 et malgré l'interdiction du journal en 1944, l'œuvre de Charles Maurras a toujours eu une grande influence intellectuelle. Beaucoup de militaires furent influencés par l'AF,
Beaucoup d'académiciens furent proches de ces idées. Citons par exemple Paul Bourget, les frères Tarot. Beaucoup de médecins, d'ecclésiastiques, de militants contre-révolutionnaires catholiques de la seconde moitié du XXe siècle, comme Jean Madiran et Jean Housset, se sont formés à l'école de l'Action française. Voilà, et signalons enfin que l'Action française exerça plutôt, une influence intellectuelle très grande sur les mouvements de droite non royalistes, dits républicains nationaux, comme les Jeunesses patriotes, les Croix de Feu ou le Front paysan. Une influence qui a eu des conséquences pratiques au niveau politique, non pas durant l'existence du mouvement lui-même, mais par la suite, notamment avec l'État français qui naîtra en 1940. Voilà, tout à fait. Alors, les cadres les plus fidèles et les plus solides de l'État français, malheureusement trop peu nombreux, furent des militants de l'Action française. Alors citons par exemple Xavier Vallat, qui fonda la Légion française des combattants, organisation qui unifia toutes les organisations d'anciens combattants et qui compta jusqu'à 2 millions de membres. Citons également Jean Paillard, par exemple, qui fut à l'origine de tout le renouveau corporatiste qui eut lieu sous la période de Vichy. Voilà, donc ces deux noms notamment. On peut citer parmi les autres cadres du régime de Vichy des gens qui viennent d'une droite influencée par l'Action française, notamment de la Fédération nationale catholique, par exemple Philippe Henriot. Mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Très bien. On peut ensuite évoquer les Jeunesses patriotes de Pierre Tétinger. Alors deuxième ligue, les Jeunesses patriotes de Pierre Tétinger. Donc ce sont au départ, les Jeunesses patriotes sont au départ la branche jeune de la vieille Ligue des patriotes, dont le président est, après Déroulède et Barrès, le général de Castelnau. Les JP sont dirigées par Pierre Tétinger à partir de 1924 et ils prennent leur autonomie. Elles s'organisent rapidement de façon paramilitaire en groupe de combat. Il y avait un uniforme avec un imperméable bleu marine, un ceinturon, un béret porté par les militants, à la base des escouades de 5 militants regroupés en sections et en centuries. La Ligue possède un hebdomadaire, le National, et plusieurs dizaines de milliers de membres en 1934. On estime qu'à l'apogée de la Ligue, il y avait 100 000 adhérents. D'accord. Voilà, troisième organisation, donc les Croix de Feu du colonel de Larocque. Alors, les Croix de Feu sont à l'origine une organisation d'anciens combattants ayant obtenu la Croix de guerre au feu, donc des combattants valeureux. L'organisation s'ouvre ensuite aux briscards, c'est-à-dire aux combattants ayant fait au moins 6 mois en première ligne. Et puis ensuite, elle s'élargit aux volontaires nationaux, c'est-à-dire aux fils d'anciens combattants et aux jeunes qui n'avaient pas fait la Grande Guerre. D'ailleurs, à propos de jeunes, pour revenir aux Jeunesses patriotes, est-ce que c'était réservé uniquement aux jeunes ou pouvait-on rencontrer des militants et adhérents de tous les âges? Oui, alors les Jeunesses patriotes étaient plutôt effectivement comme le renouveau français aujourd'hui, un mouvement jeune. Oui, mais comme donc les plus âgés avaient, je ne veux pas trop m'avancer, mais à mon avis avaient moins de 50 ans. Alors soulignons que les Jeunesses patriotes étaient très bien implantés dans la région parisienne et notamment à Paris, où ils avaient un certain nombre d'élus municipaux à l'hôtel de ville de Paris, qui le 6 février 1934 défileront avec leur banderole bleu-blanc-rouge d'élus municipaux. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, alors les Croix de Feu, donc organisation à l'origine d'anciens combattants qui s'élargit ensuite à toutes les personnes souhaitant défendre le bien commun national, sont dirigés par le colonel de Larocque et deviennent rapidement un grand mouvement nationaliste chrétien. Le journal des Croix de Feu s'intitule Le Flambeau. Les Croix de Feu deviennent rapidement une organisation de masse en peu de temps, elle compte 700 000 adhérents. On va dire en 1934-35, 700 000 adhérents, fortement structurés. Alors, pourquoi une telle, un développement aussi rapide? Parce que les Français patriotes craignaient un coup de force communiste, et donc les Croix de Feu s'organisent en vue de l'éventualité d'une guerre civile. Donc leur organisation est excellente, calquée sur celle de l'armée. Elle dispose d'un service d'information, des brigades de militants disponibles qu'on appelle les dispos, qui pouvaient être mobilisés dans les plus brefs délais.
À intervalles réguliers ont lieu des manœuvres militaires. On comptait aussi beaucoup sur la forte motorisation des membres. Ainsi, par exemple, un soir de juillet 1935, il n'y eut pas moins de 6500 autos occupées par des croix de feu qui sortent de Paris par la porte de Saint-Cloud. Et au carrefour, des sentinelles leur indiquent la route vers un lieu de réunion qui était gardé secret. Et peu après, 25 000 hommes se trouvent rassemblés à proximité de Chartres. 3000 porte-flambeaux éclairent la nuit, et sur un char à banc orné d'épis, le colonel Larocque fait un discours. Si on en croit certains rapports, les Croix de Feu disposaient même d'une escadrille de 150 avions. Rappelons que l'un de leurs dirigeants était Jean Mermoz, l'aviateur Jean Mermoz. Donc voilà, une organisation extrêmement structurée de façon quasi militaire. Bon, très bien. Juste un petit truc, vous qualifiez les Croix de Feu de mouvement nationaliste. Est-ce qu'il ne conviendrait pas mieux de le désigner par le terme national plutôt que nationaliste ? Je sais pas si la distinction est opportune. Le biographe des Croix de Feu et du colonel de Larocque a intitulé, a parlé à propos des Croix de Feu de nationalisme chrétien. On retrouve ce terme à plusieurs reprises dans un certain nombre d'ouvrages historiques. Oui, mais est-ce que le mouvement lui-même s'en réclame du nationalisme ? Je crois que les rapports avec les autres ligues étaient très tendus, voire détestables. Oui, alors effectivement, là vous abordez un point qui est fort intéressant, celui de la collaboration entre ligues. C'est vrai que l'Action française et les Jeunesses patriotes, ainsi que la Solidarité française, dont nous pourrons peut-être dire un mot tout à l'heure, avaient formé en 1935, suite au 6 février 1934, une structure commune intitulée le Front National, qui a présenté d'ailleurs un certain nombre de candidats aux élections législatives de 1936, et les Croix de Feu se sont toujours tenus à l'écart de ce Front National. Quelques années plus tard, donc en 1937, Jacques Doriot du Parti Populaire Français propose à nouveau aux anciens de l'Action Française, des Jeunesses Patriotes, une structure intitulée le Front de la Liberté, et les Croix de Feu s'en tiennent à nouveau à l'écart, c'est vrai. Alors, je pense qu'il faut distinguer aussi entre les Croix de Feu d'avant 1935, qui était une ligue, donc peut-être effectivement que l'on pouvait qualifier de nationaliste, et le Parti Social Français qui devient un parti de masse conservateur, donc à partir de 1936, et qui lui peut-être à ce moment-là effectivement prend des positions un petit peu plus modérées que les Croix de Feu. Voilà. Bon, très bien. Jean d'Artois, encore une précision peut-être ? Alors, est-ce que les sections des Croix de Feu avaient toutes les mêmes positions ? Alors, il paraît que certaines sections en Alsace et en Lorraine et en Algérie étaient plus extrémistes. Oui, alors, c'est vrai que il faut distinguer selon les régions. Et des historiens donc ont étudié l'évolution Croix de Feu Parti Social Français, et ont pu remarquer que dans certaines régions il y avait effectivement une évolution vers quelque chose de plus modéré, alors que dans d'autres régions, au contraire, le passage des Croix de Feu vers le Parti Social Français aboutissait à une organisation plus extrémiste. Plus radicale peut-être. Plus radicale. Ouais. Bon, très bien. Voilà, alors je voudrais dire un mot ensuite sur les autres ligues, voilà. qui sont donc très importantes. Donc à côté de ces ligues nationalistes stricto sensu, il faut parler des ligues catholiques, qui sont des ligues également patriotiques, puisque le patriotisme à l'époque est indissociable le catholicisme à l'époque est indissociable du patriotisme. Catholique et français toujours, c'était le chant que l'on chantait lors des processions et des pèlerinages. Dieu et la France, voilà, tel était le slogan des catholiques de l'époque. Tous les catholiques étaient-ils vraiment patriotes ? Oui, alors à part une minorité de démocrates chrétiens qui effectivement avaient des positions, on va dire, centristes, ou pour certains même très proches, pour les plus extrémistes, très proches du Parti communiste. L'immense majorité du catholicisme français de l'entre-deux-guerres est un catholicisme patriotique sur des positions très comparables à celles de la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui. On est vraiment étonné
de voir que les thèmes défendus par la Fédération nationale catholique du général de Castelnau ou par la Ligue franc-catholique de Monseigneur Join sont exactement les thèmes défendus par Monseigneur Lefebvre à partir de 1970. Voilà, donc si vous me permettez, 2 mots sur la FNC et puis sur la Ligue franc-catholique. Donc la FNC est créée par le général de Castelnau, qui était l'un des chefs militaires de la Grande Guerre, les plus prestigieux, injustement privé en raison de son catholicisme intransigeant de son bâton de maréchal de France, et il organise à partir de 1924 une puissante fédération nationale catholique, dont l'aumônier est le révérend père Janvier dominicain. Alors c'est une organisation de masse qui a pour objectif de faire échec au programme anticlérical du cartel des gauches, à savoir le cartel des gauches entendait rompre les relations diplomatiques avec le Vatican et introduire les lois laïques en Alsace et en Moselle. Donc, à partir de 1924, à l'imitation de ce que le général de Castelnau a fait dans l'Aveyron avec la Ligue des catholiques de Rouergue, se créent un peu partout en France, dans les diocèses, des ligues diocésaines qui portent des noms des anciennes provinces de France, par exemple Ligue des catholiques de l'Anjou, Ligue des catholiques du Berry, ou dans d'autres diocèses qui n'avaient pas une forte identité provinciale, comme le diocèse de Blois, avec un caractère plus militant, à Ligue de défense religieuse, sociale et nationale. Bon. Alors, toutes ces ligues se regroupent donc dans la Fédération nationale catholique, qui compte rapidement 2 millions d'adhérents, qui organise de vastes manifestations de protestation donc contre ces lois laïques, et le cartel des gauches recule. Les relations diplomatiques avec le Vatican sont maintenues et les lois laïques ne sont pas introduites en Alsace et en Moselle. C'est donc une victoire, et c'est une victoire qui dure parce que jamais au cours de l'entre-deux-guerres, et même en 1936 avec l'énorme victoire du Front populaire qui allie à la fois les radicaux, les socialistes et les communistes, eh bien jamais ces mesures anticléricales ne seront remises sur le tapis. Et le Front populaire n'osera pas non plus remettre en cause la loi anti-avortement de 1920, loi très, très stricte, qui était celle qui a toujours prévalu en France jusque à la loi Veil. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait cette menace de la Fédération nationale catholique, cette force de dissuasion catholique. Voilà. Ouais, il est intéressant de noter donc que cette structure a pu avoir un rôle défensif réel et concret. Elle a obtenu des résultats. Voilà, elle a obtenu des résultats. Alors là, donc ce résultat donc en 1924, d'autres résultats en 1934, lorsque le gouvernement a voulu faire interdire les émissions religieuses sur Radio Paris. Suite à la mobilisation de la FNC, les émissions religieuses ont été remises, rétablies. Mais par ailleurs, il n'y a pas qu'un rôle défensif, il y avait aussi un rôle constructif. À partir de 1931, le pape Pie XI, avec son encyclique Quadragesimo Anno, demande aux catholiques de réfléchir dans le domaine économique à une organisation corporative et de défendre les idées corporatistes. À partir de là, il y a au cours des années 30, en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, effectivement, dans tous les pays d'Europe, un immense renouveau corporatiste dont on n'a pas idée aujourd'hui. Il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages fort intéressants que l'on devrait étudier, qui sont publiés, et la FNC est en pointe dans ce domaine de la défense du corporatisme. Elle organise des conférences un peu partout dans les diocèses, elle fait des journées d'études nationales à Paris, donc pour défendre le corporatisme. Oui, est-ce que vous pourriez préciser pour certains de nos auditeurs ce qu'est, en quelques mots, le corporatisme ? Alors, le corporatisme, c'est la volonté de rompre avec la lutte des classes. La lutte des classes qui est née du système capitaliste, l'opposition patron-ouvrier. Donc, peut être, dépassée par l'union corporative, par la création de structures de droit public unissant patrons et ouvriers d'une même branche professionnelle au sein de corporations. La corporation est une institution de droit public chargée de résoudre les problèmes de type salaire, durée de travail, conflit entre patrons et ouvriers. Prix aussi. Prix, fixation des prix, etc. Tout ce qui relève d'un même métier est géré par une même organisation corporative. Alors, l'Église catholique a affirmé, à travers un certain nombre d'encycliques pontificales, répétées par un certain nombre de papes, Léon XIII, Pie XI, Pie XII,
que le corporatisme faisait partie intégrante de la doctrine sociale de l'Église, donc elle devait être défendue par les catholiques. Et ensuite, c'est aux catholiques, aux laïcs catholiques, de réfléchir dans les aspects concrets à cette organisation corporative. Ce qu'a fait la FNC, avec des propositions concrètes. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, des propositions faites par Louis Saleron, dont on entendra ensuite parler à propos de la défense de la messe traditionnelle dans les années 1980. Louis Saleron, qui faisait partie de l'Union nationale des syndicats agricoles de Leroy-Ladurie, organisation encore complètement oubliée à l'heure actuelle et qui réunissait plus d'1 million de familles paysannes. Voilà. Donc une organisation extrêmement puissante, catholique, et fondée par des monarchistes. Voilà, donc à côté de la défense du corporatisme, la FNC mène, surtout à partir de 1934 et de l'affaire Stavisky, une vaste campagne anti-maçonnique en France, en organisant des conférences un petit peu partout en France, 15 000 conférences par an en moyenne organisées par la FNC, et en publiant des ouvrages, notamment ceux de A.G. Michel, La France sous l'étreinte maçonnique, par exemple. Donc pour la FNC, la franc-maçonnerie est clairement la contre-église et l'anti-France. Elle le prouve par ses conférences et par ses ouvrages, ses brochures également. Et elle aboutit à un résultat concret, c'est qu'en 1938-39, la franc-maçonnerie est exsangue. De nombreux frères ayant pris conscience de la nocivité de la franc-maçonnerie, de nombreux frères francs-maçons, ayant pris conscience de l'organisation à laquelle ils appartiennent, quittent la franc-maçonnerie. Et alors cette action de la Fédération nationale catholique est appuyée par la Ligue franc-catholique créée par Monseigneur Join en 1913. Alors, il ne s'agit plus là d'une organisation de masse, mais d'une organisation qui compte peu de membres, 2000 adhérents, mais qui est une organisation en quelque sorte de renseignement. La Ligue franc-catholique est une organisation anti-maçonnique liée à la Revue internationale des sociétés secrètes. Le but est de prouver par des documents l'action nocive de la franc-maçonnerie. Pas seulement de la franc-maçonnerie, si tu permets. Oui. C'est aussi, le ton est aussi quand même assez virulemment anti-judaïque. Oui, tout à fait, parce que Monseigneur Join a montré que les arrière-loges qui tiennent la franc-maçonnerie sont en fait, la plupart du temps, tenus par des juifs. Voilà. C'est un constat. L'abbé Join, Monseigneur Join, n'était pas au départ antisémite. Il a constaté que les arrière-loges étaient tenus par des juifs. Voilà. Et donc la Revue internationale des sociétés secrètes réunit un certain nombre de collaborateurs qui vont photographier des documents maçonniques et puis publier donc dans la Revue internationale des sociétés secrètes un ensemble de documents qui constituent aujourd'hui une somme irremplaçable sur la connaissance de la franc-maçonnerie durant l'entre-deux-guerres. Alors, je voudrais citer parmi les collaborateurs de cette revue, donc les noms suivants. Donc le directeur laïque de la Revue internationale des sociétés secrètes était le marquis de la Franquerie, choisi par Monseigneur Join. Il y avait également Pierre Virion qui publiera de nombreux ouvrages dans l'après-guerre. Et puis l'abbé Raymond Dulac qui soutiendra l'action de la Fraternité Saint-Pilice à ses débuts. Voilà. Très bien. Alors, quelques mots peut-être sur le mouvement paysan au sens large, puisque c'est quand même représentatif d'une force certaine à l'époque. Oui. Alors, n'oublions pas que la France de l'entre-deux-guerres est un pays encore essentiellement paysan et rural. La paysannerie française représente 40% de la population au cours de cette période. Alors, le monde paysan est très fortement structuré et organisé par les forces contre-révolutionnaires. Alors d'abord, dans le domaine syndical, a été créée à la fin du 19e siècle une puissante Union centrale des agriculteurs de France, un très puissant syndicat agricole catholique, qui devient en 1935 l'Union nationale des syndicats agricoles. Alors cette organisation syndicale a été créée à l'origine par Hyacinthe de Gaillard-Bancel, un nom important qui est aujourd'hui complètement méconnu également. Ouais. Blanc du Midi, royaliste et animateur de la droite catholique contre-révolutionnaire au Parlement de 1900 à 1924.
Alors, autour de ce syndicalisme, paysan, s'organise toute une organisation professionnelle avec des institutions annexes, comme des coopératives, des mutuelles, qui gèrent des assurances sociales des agriculteurs, en particulier les risques incendies et accidents, des caisses de crédit agricole. Alors, tout ce syndicalisme agricole représente, au cours de l'entre-deux-guerres, 25 unions régionales, 10 000 syndicats locaux et 1 200 000 familles paysannes, dirigées par Jacques Leroy-Ladurie, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats agricoles, et par Louis Saleron, qui en est le délégué général et dont nous entendrons ensuite parler à propos de la défense de la messe traditionnelle au cours des années 1980. À côté de ce syndicalisme agricole, existe également une structuration politique de la paysannerie autour d'un parti politique qui s'appelle le Parti agraire et paysan français, qui a été créé par Gabriel Agricola, ancien professeur de collège. Ce parti, dont l'Auvergne est le berceau et le bastion, compte environ 2400 sections dans une quarantaine de départements. Alors sa ligne générale est nettement conservatrice, anti-parlementarisme, anti-communisme, anti-étatisme, anti-libéralisme en sont les thèmes principaux, avec la défense bien sûr du monde paysan. Ce parti obtient une dizaine d'élus à l'Assemblée nationale en 1936. Dernier pôle de cette organisation du mouvement paysan, une ligue qui s'appelle les comités de défense paysanne, créés par Henri d'Orgère, Henri-Auguste Dalluin dit Henri d'Orgère, à partir de 1930. Donc Henri d'Orgère est établi à Rennes. Il dirige le progrès agricole de l'Ouest avec l'aide et le soutien financier de nobles locaux comme le comte Hervé de Guébriant. Et la crise économique et notamment l'effondrement du prix du blé le pousse, à partir donc des années 1930, à agir dans le domaine politique. Et c'est en 1928 qu'il lance ses premiers comités de défense paysanne en Bretagne et Normandie, et ceux-ci s'étendent en 6 ans à toute la France. Alors ces trois organismes, donc l'Union nationale des syndicats agricoles, le Parti agraire et paysan français et les comités de défense paysanne, forment en 1934 un puissant front paysan qui donc représente la paysannerie française. Soulignons que cette paysannerie française est très peu pénétrée par le communisme et le socialisme. Les paysans français sont catholiques, patriotes, conservateurs et très peu sensibles à l'idéologie marxiste. Voilà. Alors, malheureusement, ce front paysan éclate après 1936. Ce qui n'empêche pas la Ligue des paysans de France de Dorgère de poursuivre sa progression et d'atteindre environ 400 000 adhérents, regroupés dans une soixantaine de fédérations départementales à la veille de la guerre. Le centre de la France est tenu par les militants du Parti agraire et paysan français, et l'Est par l'Union paysanne d'Alsace de Joseph Bilger, que nous retrouverons plus tard en 1958 aux côtés de Robert Martel et du mouvement populaire du 13 mai. Et les militants d'Orgère étaient surnommés les chemises vertes. Tout à fait, donc Dorgère voulait donc donner à ses paysans un uniforme, et donc il portait un uniforme, et il portait également un insigne qui était une faux et une fourche entrecroisée sur une gerbe de blé, et Dorgère insistait avait voulu que cet insigne soit suffisamment gros pour qu'il soit visible de loin, car pour lui les paysans devaient être fiers de ce qu'ils étaient. Voilà. Très bien. En revanche, tu n'as pas évoqué le cas de deux mouvements que sont le Parti franciste et surtout la solidarité française, qui n'était quand même pas quantité négligeable. Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé ? Oui, alors ce sont deux mouvements fort intéressants, c'est vrai, mais que je n'ai pas étudié suffisamment pour pouvoir en parler ici. Bon, Jean d'Artois, peut-être que... En fait, c'est effectivement difficile de l'étudier puisqu'il n'y a pas il y a très peu d'ouvrages sur le sujet, il n'y a même pas de livres sur le sujet. Alors c'est un mouvement qui regroupait quand même une trentaine de milliers d'adhérents. Tu parles bien de la solidarité française. De la solidarité française, qu'on appelait Sidilarité française, en raison, de façon caustique, en raison du grand nombre d'Algériens qui étaient présents dans son service d'ordre. Ah oui. C'était en métropole aussi. En métropole, oui, en région parisienne. Il y avait quand même 100 000 il me semble qu'il y avait 100 000 Nord-Africains à Paris dans les années 30, à la fin des années 30. Et c'était un des mouvements qui était un des plus fascisants en France, et qui à partir de 1937 se réclamait ouvertement d'un certain fascisme, sans que ce soit vraiment doctrinal. C'était le commandant Jean Renaud, qui était un ancien officier de la coloniale, qui tenait en main le mouvement.
et qui a pris la suite de son fondateur qui était un parfumeur milliardaire, François Coty. Ouais. Oui, François Coty était un mécène, et étant donné qu'il disposait d'une grande fortune, il avait acheté un certain nombre de journaux, il avait acheté Le Figaro, et il avait fondé un journal à dessous, l'Ami du Peuple, qui avait pour ambition de répandre les thèses de l'extrême droite dans les milieux populaires. Et la Ligue va se transformer en parti plus ou moins groupusculaire après la dissolution générale des ligues. Quant au parti franciste, on pourrait revenir dessus lors d'une prochaine émission, parce qu'à mon avis, il le mérite et c'est un sujet intéressant, tout comme l'Action française, bien sûr, qu'on ne pourra pas évoquer de manière très approfondie aujourd'hui, et à laquelle je consacrerai une émission prochainement. Alors, maintenant qu'on a terminé ce petit panorama, on pourrait aborder la question des similitudes et des différences doctrinales entre ces différents mouvements. Pierre Martin, je vous laisse la parole là-dessus. Oui, alors, au-delà de cette diversité organisationnelle, il existe, parmi toutes ces ligues, et ensuite ces partis, parce qu'à partir de 1936, les ligues sont dissoutes par le gouvernement du Front Populaire et se transforment en partis de masse, d'une part le Parti Social Français du colonel de la Rocque, et ensuite le Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Alors, on remarque entre ces ligues et ces partis de masse, il existe une certaine similitude doctrinale. Donc une unité de doctrine concernant un certain nombre de thèmes. Alors par exemple, l'ordre religieux, social et politique à défendre. Donc toutes ces organisations sont d'accord pour défendre la religion catholique. Dieu, famille, patrie, c'est la devise des jeunesses patriotes. Catholique et français toujours, c'est le chant que chantent les militants de la Fédération nationale catholique. Donc tous sont d'accord pour défendre la religion catholique. Tous sont d'accord, bien évidemment, également pour défendre la famille. En réclamant, par exemple, comme mesure, le retour de la mère au foyer. C'est-à-dire que, par exemple, Philippe Oriot propose à l'Assemblée nationale que les femmes qui renoncent à leur emploi, reçoivent l'indemnité qui était jusque-là versée aux chômeurs qui occupaient qui pourraient occuper le poste qu'elles avaient jusqu'à présent. Donc un peu une sorte de revenu maternel déjà à l'époque. Ensuite, on remarque également la défense des corps intermédiaires naturels, c'est-à-dire des institutions locales et des corps professionnels. Donc chez tous ces mouvements, il y a une volonté nette de décentralisation, de défense des identités locales, des identités communales, des identités provinciales. Il y a aussi chez tous donc une volonté d'instaurer un ordre corporatif dans le domaine professionnel. Et puis bien entendu, tous ces mouvements sont attachés au patriotisme, à la défense de la patrie, du sol, donc de la terre des pères, et puis à la défense de l'héritage national, et ils n'hésitent pas à se proclamer nationalistes. On a un certain nombre de textes, alors pour l'Action française c'est évident. Pour les jeunesses patriotes également, ils se proclament nationalistes. Je pense qu'on pourrait trouver aussi pour les Croix de Feu des textes avec ce terme. Donc le terme de nationalisme à l'époque est un terme qui n'effraie pas. Sachant que le nationalisme, clairement pour tous ces gens-là, c'est la défense de l'identité nationale menacée, la défense du bien commun national, une certaine volonté de préférence nationale, voilà. Alors tous sont d'accord, donc à côté de cet ordre religieux, social et politique à défendre, pour combattre une certaine subversion. Et cette subversion, c'est tout d'abord l'idéologie libérale. Donc tous sont contre le libéralisme, pas seulement d'ailleurs le libéralisme politique, mais également le libéralisme économique qui a été condamné dans l'encyclique Quadragesimo Anno. Ils sont également bien sûr aussi d'accord pour combattre le socialisme et le communisme qui ont été également condamnés par les encycliques pontificales à de très nombreuses reprises, et donc dernièrement dans les années 30 par l'encyclique Divini Redemptoris de Pie XI. Tous sont d'accord aussi pour combattre la franc-maçonnerie qui est qualifiée de contre-église et d'anti-France,
et qui est considérée par tous comme la mère de toutes ces subversions libérales, socialistes et communistes. Bien, maintenant il y a un point de désaccord entre ces ligues qui concerne la forme du régime politique. Alors, certains donc sont monarchistes, et certaines ligues sont monarchistes, et d'autres sont pour une république plébiscitaire, c'est-à-dire en réalité pour un régime autoritaire du type de celui de Salazar ou de Franco, avec un chef d'État fort à sa tête. Alors les monarchistes sont représentés par l'Action française de Charles Maurras, donc avec un certain nombre d'arguments, qui sont des arguments d'ordre rationnel, et non plus d'ordre religieux comme pour les légitimistes du 19e siècle. Donc l'idée de Charles Maurras, c'est puisque on est nationaliste, qu'on veut défendre le bien commun national, eh bien il faut vouloir une forme de régime politique qui défende le mieux ce bien commun national, et la monarchie est cette forme de régime politique, puisqu'elle évite la division. Les Français ayant une certaine propension à la division, eh bien la monarchie permet de les réunir. Voilà. Et par ailleurs, la monarchie permet d'éviter que les forces, dans la décentralisation, eh bien les forces régionalistes n'aboutissent à une division du pays. La monarchie est fédératrice et elle permet une réelle décentralisation. Donc voilà pour la monarchie. Donc pour Maurras, le nationalisme intégral, c'est la monarchie. Voilà. Bien, et alors les autres ligues, les Jeunesses Patriotes, les Croix de Feu, le Front Paysan, sont pour une république plébiscitaire, c'est-à-dire qui fonctionne à travers de vastes référendums, non pas une république parlementaire qui serait dirigée par des partis, mais une république avec un chef d'État ayant un pouvoir fort et qui interroge le peuple régulièrement sous forme de vastes référendums, république plébiscitaire. Donc quand même en rupture avec le système parlementaire. Bien, alors les ligues catholiques, et notamment la Fédération nationale catholique, pour la Ligue franc-catholique de Monseigneur Join, je ne sais pas exactement quelle était sa position. Pour la Fédération nationale catholique, eh bien, elle ne se prononçait pas, on va dire, sur la forme du régime politique à rétablir, puisque certains de ses membres étaient monarchistes et d'autres étaient républicains nationaux. Néanmoins, clairement, les dirigeants de la Fédération nationale catholique et le général de Castelnau en tête étaient issus de la vieille aristocratie légitimiste et étaient donc plutôt favorables à la monarchie. Clairement, dans les unions diocésaines, ces unions diocésaines et ensuite les unions cantonales qui étaient l'échelon inférieur, étaient tenues par des militaires d'origine aristocratique issus de la vieille famille légitimiste. Voilà. Voilà, donc une certaine unité doctrinale pour pratiquement tout, sauf sur la question du régime politique. Alors on peut quand même mentionner un point, il faut le dire pour être honnête, c'est que à cette époque, la doctrine du Christ roi, c'est-à-dire de l'État catholique et de la nécessité pour le Christ de régner sur l'État, est quasiment absente, sauf dans les ligues explicitement catholiques, Fédération nationale catholique et surtout Ligue franc-catholique de Monseigneur Join. Ah oui, c'est quand même un point d'importance. C'est un point très important pour nous, catholiques traditionnalistes, aujourd'hui. Bien, alors je vous propose maintenant une petite pause musicale avec, en guise d'intermède, un chant d'époque donc qui s'intitule La Royale et qui est le chant de marche des Camelots du Roi.
La démocratie unitaire appelle le bloc des deux son ennemis. Venant les peuples au carnage, elle armera le genre humain. La paix n'est plus comme un toit sage qui romprait le faisceau germain. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Le roi, au fait la France, elle se défait en roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. On peut des chimères fatales, un grand penseur délivre. Nous nous retrouvons donc en compagnie de Pierre Martin pour la troisième partie de cette émission, durant laquelle nous allons jeter un œil sur l'action menée par ces différents mouvements. Je vous laisse la parole, Pierre. Voilà, donc ces ligues et partis patriotiques de l'entre-deux-guerres mènent une action multiforme. Voilà. Alors cette action multiforme peut se décliner en trois thèmes. Hein. Donc d'une part, harcèlement du pouvoir en place, à travers la pression sur les pouvoirs publics par des manifestations de protestation et par des pétitions, et également par des affrontements violents dans la rue avec la police et les adversaires politiques. Voilà. Deuxième thème, c'est la propagande en direction de la population, et troisième thème, la préparation à plus long terme de l'État nouveau. Alors, en ce qui concerne la pression sur les pouvoirs publics, manifestations de protestation, citons ce témoignage du député communiste Jean Renaud en 1925 à propos de la Fédération nationale catholique. 30 000 manifestants à Saint-Brieuc, 40 000 à Rennes, 50 000 à Angers, on reste confondu devant ces chiffres. Pourtant, d'après les journaux d'information, c'est par dizaines de mille que chaque dimanche, la population ouvrière et paysanne de certaines régions répond à l'appel des évêques et de Castelnau. Il serait ridicule et singulièrement dangereux de fermer les yeux à l'évidence. Quand 50 000 personnes manifestent à Angers, il ne s'agit pas là d'obereaux et de vieilles filles dévotes, c'est vraiment le peuple qui se lève au mot d'ordre des organisateurs du fascisme. On retrouve là toujours chez les communistes cette assimilation de la droite patriotique et catholique au fascisme. Alors je reprends donc la citation de Jean Renaud, 50 000 personnes à Angers, mais si l'on tient compte des difficultés de communication, si l'on compare la population respective, cela équivaut au moins à 500 000 à Paris. Donc ces manifestations aboutissent puisqu'elles permettent le retrait du projet d'introduction des lois laïques en Alsace et Moselle, et donc l'Alsace et la Moselle continuent à vivre sous le régime du Concordat. Deuxième forme d'action de harcèlement du pouvoir en place, donc les pétitions. Donc en 1934, le gouvernement décide de supprimer les émissions religieuses sur Radio Paris, et la FNC réagit par une vaste campagne de pétitions qui amène le ministre des PTT, André Mallarmé, à rétablir les causeries religieuses. Donc dans ce harcèlement du pouvoir en place, on peut noter aussi des affrontements, les forces patriotiques n'hésitent pas à descendre dans la rue pour affronter soit la police, soit leurs adversaires politiques. Hein. Alors, et notamment, par exemple, l'Action française, à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. Le gouvernement maçonnique de la République maçonnique en 1909 avait interdit le premier cortège organisé par l'Action française en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Et 250 camelots du roi s'affrontent aux forces de police et parviennent à rester maîtres du terrain. Ces affrontements se renouvelleront jusqu'en 1912 où le pouvoir en place finit par autoriser le défilé. En 1925 et 1926, on se retrouvera dans la même situation et l'Action française parviendra à imposer le défilé. Les ligues patriotiques s'affrontent également aux communistes dans des affrontements extrêmement violents qui aboutissent parfois à des morts. Hein. Et le Front paysan d'Henri d'Orgère n'est d'ailleurs pas en reste. Il s'affronte également aux communistes, par exemple en 1938 à Romorantin.
Alors, donc, ça c'est le point le plus basique, on va dire, de l'action, hein, le harcèlement du pouvoir en place. Deuxième point qui est fondamental, qui est celui de la propagande. Alors, soulignons que les ligues patriotiques ont toujours eu le souci de la propagande en direction de la population. La propagande est le lien, ce qui permet de maintenir le lien entre ces organisations qui entendent défendre le bien commun et la population. Alors c'est un point essentiel car aucune résistance, aucune guérilla en termes militaires ne peut l'emporter si elle n'a pas le soutien de la population ou au moins d'une partie essentielle de celle-ci. La propagande a ses règles, qui n'étaient pas inconnues des chefs et des militants des ligues et mouvements patriotiques français de l'entre-deux-guerres. Et ces ligues et partis ont parfaitement compris qu'on ne peut pas faire l'économie de la propagande. Alors, bon, ils mènent la propagande de façon classique par la diffusion de journaux, d'ouvrages, de brochures, d'affiches, de tracts, par l'organisation de grandes manifestations de piété filiale, et notamment par la participation à la fête de Sainte-Jeanne d'Arc à Paris tous les ans, donc lancée par l'Action française, mais à laquelle se participent ensuite toutes les ligues patriotiques, notamment à partir de 1935 les Jeunesses patriotes et la solidarité française aux côtés de l'Action française au sein d'un front national. Et puis ensuite, à partir de 1937-38, le Parti populaire français de Jacques Doriot y participe également. Voilà. Toujours dans cette propagande en direction de la population, soulignons un point important. Les dirigeants des ligues et partis patriotiques de l'époque n'hésitent pas à participer aux élections. Voilà. Alors bien entendu, ils ne se font aucune illusion sur les élections. Il ne s'agit pas d'utiliser l'élection pour penser qu'on va prendre le pouvoir de cette manière, mais il s'agit d'utiliser l'élection pour faire de la propagande. Donc ils se présentent devant les électeurs, et certains parviennent d'ailleurs à être élus. Léon Daudet par exemple pour l'AF. Oui, donc même les royalistes. Même les royalistes, hein, donc Léon Daudet pour l'AF est élu député de Paris, le général de Castelnau député de l'Aveyron, Xavier Vallat de l'Ardèche, Jean Lecourt Grand-Maison de la Loire-Inférieure et Philippe Henriot de la Gironde. Bon, et tous se réunissent dans un groupe qui s'appelle le groupe des indépendants de droite, qui présente des projets de loi ou des contre-propositions de loi à l'Assemblée nationale, préparés par un comité d'études législatives, dirigé par le marquis de Roux. Donc ce qui permet à tous ces mouvements de réfléchir à des lois pour un futur État nouveau. Voilà. Oui, vous dites, excusez-moi, que aucun de ces mouvements ne s'illusionne quant à la possibilité de prise de pouvoir par les urnes. Pourtant, un mouvement comme celui de la ROC est plutôt légaliste. Alors, si c'est ni par les urnes ni par la rue, comment est-ce qu'ils escomptaient prendre le pouvoir un jour ? Alors vous avez raison, effectivement, c'est vrai. Alors pas les Croix de Feu, mais en tout cas le Parti social français, en raison de la puissance de son organisation, du nombre de ses adhérents, donc 1 million d'adhérents, du nombre potentiel d'élus qu'il prévoyait pour les élections législatives de 1940, hein, on estimait, les sondages donnés à l'époque, 30% pour le Parti social français. Donc le colonel de la ROC pouvait peut-être espérer effectivement arriver au pouvoir par les urnes. L'invasion allemande a fait qu'il n'en a pas été ainsi. Mais soulignons que en tout cas toute cette propagande qui a eu lieu lors des élections a préparé les esprits, par exemple à l'avènement du régime de Vichy. Hein, rappelons que le régime de Vichy à ses débuts a été soutenu par plus de 90% de la population. Alors, dernier point dans cette action multiforme, après le harcèlement du pouvoir en place, la propagande en direction de la population, il y a un souci de préparer un État nouveau. Alors l'État nouveau, hein, c'est une expression qui est prise de l'Estado Novo de Salazar. Hein. Donc il s'agit de préparer, on va dire, un État nationaliste, c'est-à-dire soucieux du bien commun national. Et cette préparation, elle se fait à travers la formation de cadres, qui est un souci présent chez un certain nombre d'organisations, et notamment à l'Action française, qui dispose d'une véritable école de formation politique grâce à l'Institut d'Action française, qui dispense un enseignement politique contre-révolutionnaire sur un mode universitaire. On trouve également ce souci de la formation de cadres chez la FNC, Fédération nationale catholique, qui organise des journées d'études à Paris pour ces cadres,
comme celle des 26 et 27 octobre 1936 sur le thème du communisme et de la rénovation corporative à lui opposer, au cours de laquelle intervient notamment Louis Saleron. Hein. Et soulignons également qu'un projet encore plus construit avait été mûri par l'abbé Choulot, curé de Montalzat, qui avait réuni une documentation importante afin de mettre sur pied une sorte d'école de cadre de l'action catholique, formée à la doctrine politique et sociale de l'Église. Alors ce projet n'aboutit pas durant l'entre-deux-guerres, et ce n'est qu'en 1946 qu'il est repris par Jean Housset avec le Centre d'études critiques et de synthèse, qui devient en 1949 la Cité catholique. Et rappelons que Jean Housset avait bien connu l'abbé Choulot dans les années, à la fin des années 30. Donc dernier point dans cette préparation de l'État nouveau, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la préparation de projets de loi par les quelques élus contre-révolutionnaires au Parlement. Donc ces élus présentent des projets de loi qui sont préparés en amont par un comité d'études législatives et sociales qui réfléchit sur ces projets de loi ou ces contre-propositions de loi. Et par exemple, on peut prendre l'exemple de celui sur les assurances sociales du 10 avril 1930 qui est proposé à l'Assemblée par Xavier Vallat, hein, qui dit d'abord, du fait que nous sommes catholiques, nous nous croyons tenus d'adhérer sans réserve au principe des assurances sociales, mais pour la mise en forme de cette bonne volonté commune à tous les hommes de cœur, nous pensons qu'il est inutile d'invoquer la compétence de l'État. Nous en appelons à l'intérêt personnel du travailleur, non pas du travailleur pris un peu trop synthétiquement en qualité de salarié, mais du travailleur pris dans sa réalité vivante, c'est-à-dire dans son milieu familial, local et professionnel. Nous voulons que la loi vise non pas l'individu, mais la famille, cellule vitale de la société. Voilà, donc je ne lis pas la suite, mais on voit bien qu'il s'agit d'un projet de loi corporatiste. Deuxième projet de loi, celui du 5 mars 1936, présenté à l'Assemblée nationale par Xavier Vallat et Jean Lecourt Grand-Maison, qui prévoit un plan d'organisation corporative de toute l'économie française. Alors, bien sûr, tous ces textes sont repoussés par la droite libérale, le centre démocrate chrétien et la gauche socialiste et communiste, qui sont coalisés pour l'occasion et qui n'hésiteront pas plus tard à reprendre en les dénaturant ces textes à leur compte, afin d'en tirer du prestige et un bénéfice électoral. Très bien. Alors, pourrait-on revenir un petit peu sur l'unité d'action ? Oui, alors, donc, au-delà de cette action multiforme des ligues et mouvements patriotiques français de l'entre-deux-guerres, on peut remarquer qu'il y a une certaine volonté d'unité dans l'action, à l'exception des Croix de Feu et du PSF, qui restent à l'écart de tout regroupement national ou nationaliste. Alors, cette unité d'action est rendue possible par le fait qu'existent des liens très étroits de personnes entre les ligues. Beaucoup des dirigeants de celle-ci, par exemple, sont passés par l'Action française ou sont très proches d'elle. Citons par exemple Henri Dorgère, qui est à l'origine un jeune militant monarchiste et corporatiste d'Action française. Soulignons également que Xavier Vallat et Georges Viance de la FNC sont eux aussi passés par l'Action française. Alors, ceci aboutit à la création de structures de coordination, comme le Front National en 1935 ou le Front de la Liberté en 1937. Soulignons également que sur le terrain, cela se concrétise très matériellement par des réunions publiques communes. Ainsi, par exemple, la Jeunesse nationale bordelaise organise des conférences communes, et c'est Jean Housset, secrétaire du responsable local du Parti populaire français, mais aussi très proche de l'Action française, qui prend le plus souvent la parole sur Bordeaux. Donc cela se concrétise non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Alors, cette volonté d'une certaine unité dans l'action aboutit également à une certaine aide et à un certain soutien mutuel ponctuel. Par exemple, les jeunesses patriotes assurent le service d'ordre des grandes manifestations de la Fédération nationale catholique, en 1924 et 1925 notamment, et la Fédération nationale catholique n'hésite pas quant à elle à donner la parole aux responsables du Front paysan dans ses réunions. Ainsi, à l'occasion des journées d'études de la Fédération nationale catholique qui se déroulent à Paris les 26 et 27 octobre 1936 sur le thème du communisme et de la rénovation corporative à lui opposer, Louis Saleron, du Front paysan, intervient pour présenter ce que doit être un véritable ordre corporatif dans l'agriculture devant les cadres de la Fédération nationale catholique rassemblés à cette occasion. Alors, au-delà de cette recherche de l'unité d'action, eh bien, on voit apparaître pour la première fois, dans cette mouvance nationale française, une nouvelle forme d'action, à partir de 1936, c'est-à-dire de la victoire du Front populaire, donc des forces de gauche, c'est-à-dire donc l'action politique clandestine avec la cagoule.
Alors, je pense qu'il y aura une émission qui lui sera consacrée. Oui, tout à fait. Néanmoins, nous pouvons en dire quelques mots donc de cette première expérience d'action politique clandestine. Donc la cagoule, c'est le terme familier pour désigner l'organisation secrète de l'Action révolutionnaire nationale, ou le comité secret d'action révolutionnaire, créé par un polytechnicien, Eugène Deloncle, ancien militant d'Action française, ancien camelot du roi, donc de la Fédération de Paris, avec Filiol. Et tous deux donc créent un organisme qui a une vocation défensive. Il s'agit de faire face à un éventuel coup de force communiste dans la lignée de ce qui se passe en Espagne à la même époque, avec le Frente Popular. Et donc Deloncle et Filiol créent une organisation secrète extrêmement structurée, hein, calquée sur l'armée, avec 4 bureaux. Donc un premier bureau qui dépend de l'oncle, qui est celui des effectifs, et donc du recrutement. Un deuxième bureau dirigé par le docteur Henri Martin, qui est celui du renseignement. Un troisième bureau qui est celui des opérations. Et un quatrième bureau qui est celui de l'armement et des transports. La cagoule compte environ 2000 membres armés. L'armement provient de l'Italie avec des mitrailleuses Beretta. Il y a des grenades, il y a des cartouches, des caches d'armes secrètes. Et comment dire, une partie de ces membres proviennent également des ligues. Hein. La consigne donnée par Deloncle est de rester dans les organisations auxquelles on appartient et d'être en même temps membre de la cagoule secrètement. Alors la cagoule va donc se structurer, entraîner ses membres au tir, et elle aura un rôle non négligeable dans la destruction des convois d'armement en direction de l'Espagne rouge, hein, puisque la France de Léon Blum, n'avait pas osé s'engager ouvertement dans la guerre d'Espagne aux côtés des républicains espagnols, mais elle les soutenait par en dessous, en faisant des livraisons d'armement par bateau, ou d'avion. Hein. Donc les cagoulards vont faire du sabotage, détruire faire sauter certaines soutes, et donc empêcher ce ravitaillement en armes des républicains espagnols. Alors la cagoule sera finalement démantelée par une action de la police, hein, par une négligence de certains de ses membres qui avaient constitué des fichiers de militants et qui sont tombés entre les mains de la police. Mais soulignons tout de même que l'organisation extrêmement structurée de la cagoule va permettre en tout cas à ces militants de province d'échapper aux perquisitions de la police. Hein. Donc il s'agira, seuls les militants de la région parisienne seront véritablement interpellés. Et par ailleurs, les militaires impliqués dans ce complot de la cagoule, ainsi que les industriels tels Louis Renault ou Michelin, ne seront pas inquiétés. Voilà. Et finalement, les cagoulards seront amnistiés lors de au moment de la Seconde Guerre mondiale, et reviendront et combattront avec honneur dans les rangs de l'armée française. Très bien. Bon, on reviendra plus précisément et de manière plus approfondie sur la cagoule une prochaine fois. J'aurais aimé qu'on évoque la fin des ligues, tout simplement. Ça s'est passé de manière plutôt brutale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qui commence? Pierre Martin. Oui, alors donc après la grande manifestation du 6 février 1934, les forces de gauche prennent peur. Elles ont peur d'un coup d'état fasciste, du type de celui de Mussolini lors de la marche sur Rome dans les années 20. Et elles décident de supprimer ces ligues. Hein. Donc il y a tout d'abord une grande manifestation des forces de gauche le 14 juillet 1935, hein, donc qui préfigure l'unité du Front Populaire. Et puis, à partir de 1936, c'est la dissolution. Alors l'Action française est dissoute suite au cortège funèbre de Jacques Bainville.
Donc lors de ce cortège funèbre, il y avait une provocation de Léon Blum qui était passé en voiture à proximité, qui est attaqué par les camelots du roi de la région parisienne, notamment Filiol, qui sera ensuite un futur cagoulard. Et le gouvernement de l'époque, qui n'était pas encore un gouvernement de Front Populaire, donc en profite pour supprimer l'Action française. Et les autres ligues, à savoir les Jeunesses Patriotes et les Croix de Feu, sont supprimées en juin 1936. Et ces ligues vont se reconstituer, à part l'Action française, qui elle, ne cherchera pas une reconstitution sous forme de parti politique. Hein. Les autres ligues, Jeunesse Patriote et Croix de Feu, se reconstituent sous la forme de partis politiques. Alors les Jeunesses Patriotes forment le Parti républicain national et social, qui n'aura que peu d'influence dans la vie politique française de la fin des années 30. Et les Croix de Feu se reconstituent sous le nom de Parti social français, et qui lui deviendra un parti de masse avec 1 million d'adhérents, de nombreux maires, des conseillers généraux, et en 1940, les militants des Croix de Feu préparent activement les élections législatives qui doivent leur donner la victoire. Les sondages donnent 30% pour les Croix de Feu et un nombre considérable de députés. Alors malheureusement, l'invasion allemande de mai-juin 1940 empêchera ces élections législatives et on ne peut pas se rendre compte, on ne connaît pas donc le poids réel des Croix de Feu à cette époque. Très bien. Jean d'Artois. Oui, il me semble que le prétexte qui était donné, qui était pris pour dissoudre les ligues a été une bagarre sanglante qui s'est produite à Marseille en juin 1936. D'accord. Alors je vous propose d'en venir à la conclusion de cette émission. Pierre Martin, que vous inspire votre étude sur cette période ? Alors le bilan qu'on peut faire de cette expérience des ligues et mouvements patriotiques de l'entre-deux-guerres est extrêmement positif en leur faveur. Alors les forces de gauche ont reculé et sont tétanisées. Léon Blum n'ose pas engager la France dans une guerre aux côtés des républicains espagnols par crainte de déclencher une réaction violente des organisations catholiques et patriotiques françaises. Les grands thèmes de la doctrine nationaliste française, qui, rappelons-le, sont non contradictoires avec la doctrine catholique, sont connus de la population. Tout ce travail d'organisation militante et de propagande débouche à la faveur des pleins pouvoirs donnés au maréchal Pétain. Pleins pouvoirs, rappelons-le, accordés par les députés du Front Populaire. Donc tout cela débouche sur l'établissement d'un nouvel État français, cherchant à rompre avec la décadence du régime précédent dans tous les domaines, celui de la politique religieuse, de la politique scolaire, de la politique familiale et aussi de la jeunesse, des anciens combattants, des agriculteurs, des pays et provinces de France, des forces de la subversion. Par ailleurs, ce militantisme patriotique français est un modèle pour les militants nationalistes à l'étranger. L'Action française influence par exemple l'abbé Groux au Canada, qui lance une action canadienne-française. On peut enfin tirer un certain nombre de leçons de cette expérience politique, des ligues et mouvements patriotiques de l'entre-deux-guerres. Alors tout d'abord, nécessité absolue de s'organiser, pas de contre-révolution sans organisation contre-révolutionnaire, et nécessité aussi de durer, malgré les difficultés, car c'est ainsi qu'on acquiert à long terme une certaine notoriété publique et donc des adhésions et des soutiens. Deuxième point, nécessité d'une doctrine. La pensée nationaliste contre-révolutionnaire française est de ce point de vue l'écho fidèle de la doctrine sociale de l'Église. Et elle ne se limite pas d'ailleurs au rappel des principes, mais elle cherche fidèlement, comme l'avait demandé Saint-Pédis dans Il Fermo Proposito, des solutions concrètes aux problèmes politiques et sociaux. Alors le seul reproche réel que l'on peut faire est d'avoir à ces ligues est d'avoir été déficiente en ce qui concerne la question de l'État catholique et de la politique de Christ roi, qui a été rappelé par les encycliques Immortale Dei ou Quas Primas. L'exigence d'un État officiellement catholique n'apparaît pas, ou très peu, sauf chez quelques auteurs ecclésiastiques tels Monseigneur Join, qui est dévot du Sacré-Cœur. Alors cette déficience peut certes s'expliquer par un manque de cadre contre-révolutionnaire suffisamment bien formé à la doctrine thomiste, mais il peut s'expliquer aussi sans doute par le manque d'encouragement dans ce sens d'un clergé de plus en plus gagné aux erreurs libérales et démocrates chrétiennes. Troisième point, nécessité d'avoir une vision assez claire de l'action à mener et de ses méthodes, et notamment de l'importance de la propagande et de la manière de la mener. Nécessité aussi dans ce domaine de l'action de rechercher une certaine coordination entre organisations voisines. Bon, cela a manqué manifestement lors du 6 février 1934. Nécessité toujours dans ce domaine de l'action d'affronter directement l'ennemi au cours de petites escarmouches, bien préparées et victorieuses à coup sûr. Car c'est par les petites actions que l'on acquiert l'expérience et l'audace qui seront plus tard nécessaires dans les grandes.
Donc en conclusion, on peut dire que la pensée et l'action des ligues et mouvements patriotiques de l'entre-deux-guerres constituent une référence et un modèle qu'il convient d'étudier et de continuer en vue de la restauration en France d'un ordre politique et social conforme au bien commun. Bon, très bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Et puis merci de nous avoir fait partager vos connaissances et votre opinion sur ces mouvements et sur cette période. Sur ce, nous allons nous quitter. Merci beaucoup Pierre Martin. Merci Thibaut de m'avoir invité. Merci Jean d'Artois. Merci. Et à très bientôt.